Allez les amis, bonjour, comment allez-vous? Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va. Vous savez qu'actuellement je suis au Cameroun et je suis très contente d'être là. Nous avons terminé toute la cérémonie concernant euh, l'enterrement de mon père et donc nous essayons d'avancer, de progresser, de faire avec. Nous avons connu une très grande injustice dans notre famille, mais on espère que Dieu Tout-Puissant réussira à réparer le problème. Et je suis plutôt émue de vous parler aujourd'hui, le 19 décembre 2025. Ça faisait longtemps, bien sûr, que je ne vous avais pas parlé. Ça fait un mois également aujourd'hui. Mais je pensais à vous, je pensais souvent à vous. Je vous ai pas oublié. Mais je suis au Cameroun et voilà, compte tenu du contexte familial, je suis un peu obligée de m'adapter parce que ce n'est pas simple du tout, c'est plutôt un peu compliqué, mais c'est un peu ce que je pouvais vous dire comme nouvelle. Donc ça fait quand même un mois que je n'ai pas écrit. Vous savez que j'avais publié le livre L'amour universel sur Amazon. Et donc, je prends un peu du temps, la charge morale entre les livres, les vidéos, les commentaires, ainsi de suite étant très compliqué. Donc, je prends un peu du temps pour moi, pour, euh, pour vraiment me reposer et avoir la tête tranquille et m'éloigner un peu de l'adversité, de tous les problèmes que je rencontre et que vous connaissez. La situation la plus difficile, c'est ma situation financière parce que j'arrive ici, c'est un peu du prolétariat où je dois emprunter un taxi moto comme tout le monde, discuter les prix des motos. La vie est excessivement chère, c'est très compliqué et j'essaye de me battre comme je peux pour réussir à m'en sortir au quotidien. Donc, j'essaye de mettre en place une structure euh, professionnelle qui va m'apporter des ressources financières. Ce n'est pas du tout évident quand on arrive dans un pays dans lequel euh, on n'avait jamais imaginé revenir y travailler, mais on peut toujours s'adapter. La vie, c'est ça. Finalement, le monde, la vie nous réserve des surprises. Quand on n'a pas prévu quelque chose, la force du temps nous convainc aussi que, à un moment donné, il faut faire des choix, surtout des choix pour soi, pour d'autres personnes aussi, et pour réussir à mieux s'organiser, pour ne pas devenir complètement dépendant des personnes. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire actuellement. Ce n'est pas simple, ce n'est pas du tout simple, parce que quand on prévoit, c'est autre chose, mais quand on est face à la question, c'est autre chose. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle dans mon comportement. Je suis quelqu'un de très fidèle dans ma mentalité. Je suis une personne de juste, en fait. Je n'aime pas décevoir les gens. Je n'aime pas tromper les gens. Je n'aime pas retarder la vie des personnes pour une raison, c'est que moi, je m'appuie toujours sur la réalité. On ne peut pas m'en vouloir d'être réaliste. On ne peut pas m'en vouloir de voir la vérité en face. On ne peut pas m'en vouloir d'être cohérente entre ce qu'on peut nous dire et ce qu'on peut voir nous-mêmes. Donc, dans la vie, on est dans l'obligation d'être en accord avec la vérité. La vérité, c'est celle qui nous démontre que les choses se passent ainsi. Et donc, il faut être en capacité de les accepter telles qu'elles sont. On ne peut pas se permettre de voiler la vérité parce que finalement, c'est exactement ce qui nous trompe souvent. On essaie de nous convaincre avec des idées qui sont les nôtres. On essaie de nous persuader par des choses qui ne sont plus évidentes du tout. On essaye de nous, je sais pas, d'être convaincu par des situations qui finalement sont complètement créées ou organisées pour nous déstabiliser complètement. On crée l'amalgame dans nos vies, on, euh, on essaye de nous déstabiliser. Moi, je crois que la meilleure façon de s'en sortir, c'est s'en tenir à la réalité. Que nous dit la réalité? Que nous dit la vérité? Et être en accord avec soi-même. Et donc, j'invite n'importe quelle personne à vraiment penser de cette façon
Et c'est ce que je veux. Moi, vous me connaissez très bien. Je veux bien être tout ce qu'on veut, mais en même temps, comme je vous avais dit et je vous redis toujours, la meilleure façon, c'est de travailler ensemble. Si vous ne voulez pas, pour moi, je n'ai aucun problème. Moi, je continue ma vie et je compte sur Dieu pour qu'il me guide vers l'endroit où il me guidera un jour. Et moi, j'ai confiance en Dieu. S'il y a une chose qui est certaine, je continue d'avoir confiance en Dieu. Et donc, je ne peux pas me baser sur une histoire complètement obsolète pour construire ma vie, par exemple, comme celle dont on entend souvent parler à tort et à travers. Je crois qu'il faut être fort. Fort parce que tous les jours, on subit des injustices. Mais ce n'est pas parce qu'on subit les injustices qu'on doit être injuste. On peut structurer la vie dans la justice et pouvoir arranger tout le monde. Je vais aborder un sujet ici que j'ai déjà abordé et il s'agit de la corruption. Le sujet de la corruption étant une question récurrente qui très souvent revient dans nos comportements, dans nos mentalités. C'est la troisième vidéo que je fais pour la même question, dont le thème principal de cette vidéo, c'est la corruption. Ça, c'est sans discuter, c'est une évidence, c'est un concret. C'est la troisième vidéo que j'ai faite. Pourquoi? Parce que avec le temps, j'ai compris que la question de la corruption va plus loin que ce que nous n'imaginons. Il ne s'agit plus simplement d'une question personnelle ou encore d'une volonté de s'accaparer d'un d'une ressource quelconque, qu'elle soit financière, matérielle, ainsi de suite. Si je reviens plusieurs fois sur cette vidéo, parce que les autres fois, j'avais énoncé les faits, l'autre fois, j'avais donné une explication, et cette fois, je vais venir euh, structurer la raison pour laquelle nous insistons autant sur la question de la corruption. Pourquoi? Parce que je m'en suis rendu compte que la corruption était une façon très gravissime. Excusez-moi, c'est un peu un amalgame, mais je préfère insister dessus pour que vous puissiez comprendre. C'est une question gravissime qui est presque ignorée de la société, qui handicape tout un système social. En fait, au vu même de la corruption, telle qu'elle est vue et perçue par la plus grande des personnes, par de nombreuses personnes, en réalité, de nos jours, elle est perçue comme un problème normal. Elle n'est pas on fait rien de mal. Bien sûr que des gens se disent, bon, ben, on me donne quelque chose, je rends un service. C'est vrai. Vu sur cet angle, pourquoi pas? Mais je vais vous donner une mauvaise nouvelle en ce qui concerne la question de la corruption. En effet, c'est un acte qui séquestre toute une économie. En fait, la corruption, c'est un, c'est un dévastateur, c'est une dévastatrice de l'économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau structurel, non, au niveau, c'est-à-dire que si on balaie la corruption par la vision, on s'en rendra compte que c'est un fait qui existe, comme de nombreux faits. Mais si on y réfléchit convenablement, on s'en rendra compte qu'en effet, il y a une grande faille qui s'introduit au sein de cette question qui peut être banalisée et qui a été banalisée depuis de nombreuses années, et une faille qui crée un déficit social global. Il ne s'agit plus du tout là d'une question de la corruption, mais il s'agit d'une réalité qui est méconnue même des personnes qui utilisent cette formule pour emmagasiner de l'argent. C'est un danger, d'autres ne savent pas. Parce que finalement, comme j'ai expliqué, c'est un acte par lequel on rend service et puis c'est tout. Mais ça va au-delà de ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Prenons le cas, par exemple, d'une structure quelconque, une entreprise qui, dans laquelle la corruption se propage. Tout d'abord, il y a une défaillance de professionnalisme parce que ce qui prône, c'est la corruption. Et la défaillance, elle est tellement pointue, si bien que quand la corruption s'installe dans une entreprise, il est impossible de se sortir de ce mécanisme, sauf si tout le staff
est conseillé et accompagné, sauf si tout le staff est changé et, et de façon à apporter des réponses professionnelles et non pas de corruption, mais encore, elle crée en fait la corruption au sein de n'importe quelle structure sociale, que ce soit en économie, en finance, en politique, peu importe. En effet, dans la société simple, ainsi de suite, en effet, c'est un générateur de déficit global. Et croyez-moi, c'est exactement ce mot, un générateur de déficit global. Pourquoi? Au début, ce n'est qu'un acte, bien sûr, parce que au lieu de structurer une entreprise, de synthétiser toutes les castes sociales permettant, tous les espaces professionnels permettant d'apporter une réponse rémunératrice globale, en effet, c'est plutôt un générateur de déficit qui s'installe. D'ailleurs, quand on est employé dans une entreprise et qu'on cherche et qu'on veut participer à l'émergence de cette entreprise, dès que la corruption s'installe, il y a une faille. Croyez-moi, que vous le vouliez ou non, c'est exact. C'est-à-dire quoi? La corruption, c'est la rupture, c'est la séquestration d'une évolution d'idées. Ça veut dire qu'arriver au niveau où il y a la corruption, en effet, le travail s'arrête parce que on veut s'accaparer d'une idéologie, d'un processus, par le but même de la corruption. Finalement, ce n'est pas très grave parce que tout le monde le fait, mais c'est très dangereux parce que ça séquestre l'économie, ça crée des coupures d'évolution. Parce que dans la corruption, en effet, lorsque, par exemple, comme je prenais l'exemple, dans une société, qu'importe le volume de la société, plus elle est grande et plus la corruption, le facteur corruptif est important, et plus elle est petite, plus elle est moins importante. Il est moins important. Néanmoins, lorsque une personne travaille dans une entreprise et qu'elle choisit, par exemple, de mener, son cursus professionnel ou sa carrière professionnelle sur la corruption, en effet, c'est une personne qui est dans l'entreprise en toute ignorance, hein, très souvent les gens le font en toute ignorance, pour séquestrer le volume même de l'entreprise sur les années à venir, la progression de l'entreprise sur les années à venir et la force de l'entreprise. Je vous explique. La notoriété de l'entreprise s'envole. Parce qu'à partir du moment où la corruption existe, elle crée des failles, c'est-à-dire que des rentrées financières dans les caisses de la structure en question. Que ce soit une entreprise, quelconque, de service, de commerce. Je vais vous prendre un exemple très simple. Il y a quelques jours, j'étais sur un marché. J'arrive sur le marché, j'ai besoin, en France on appelle du Gerflor, et j'ai besoin du Gerflex. Donc, je vais acheter ce Gerflex parce que je vais mettre sur une table chez moi, dans mon appart. Et je m'en rends compte qu'en effet, le monsieur, il me vend le demi-mètre du Gerflex presque au double du prix du mètre. Et finalement, quand je vais lui acheter, je lui dis, mais je veux un mètre. Lui, il veut me vendre un mètre. En fait, multiplié par combien, je ne sais plus. Et finalement, il me taxe le mètre. Ce que je voulais, la quantité que je voulais, c'était un mètre que je voulais, ou 1,30 m ou 40, je ne me rappelle plus. Il me taxe le prix global, enfin le prix total à 3800 francs CFA. Bon, alors j'ai quelqu'un de mes connaissances qui entend, mais qui s'énerve, qui dit mais non, j'étais prête à ne pas acheter. Je ne voulais pas acheter parce que je m'étais déjà renseignée ailleurs. Et donc, je savais un peu quels étaient les prix, puisque à côté de ma maison, de mon appart, en fait,
il y a une entreprise qui propose les mêmes produits, mais n'avait pas le modèle que je recherchais. Donc, je décide de ne pas acheter, tant pis, j'achète ce que je trouve, même si ça ne me correspond pas tout à fait. Et donc, j'ai une de mes connaissances qui est énervée et qui appelle une autre personne qui est employée, qui lui dit, tu me coupes tant de quantité, et finalement, je ne paye que 1300 ou 1400 euros, pardon, non, pas euros, francs CFA. Vous voyez que ce monsieur, il est dans un système de corruption. Ça l'arrange parce que tout l'argent qu'il emmagasine entre dans sa poche. Mais ça ne favorise pas l'évolution de son entreprise. Pourtant, c'est l'entreprise qu'il emploie. Pourtant, c'est l'entreprise dans laquelle il a du travail. Pourtant, c'est dans cette entreprise qu'il doit chercher à travailler le plus dur possible pour favoriser l'émergence de cette entreprise pour qu'elle puisse grandir. Mais au lieu de la faire grandir à cause de la corruption, en fait, il diminue la notoriété de l'entreprise, il soustrait les forces de l'entreprise parce qu'il a envie de gagner quelques centimes. Mais les quelques centimes qu'il gagne entrent dans sa poche. Naturellement, ça lui profite. Mais de nombreux clients tels que moi, ou de clients tels que moi, finissent par ne plus adhérer à cette idéologie, finissent par ne plus accepter de payer trop cher. Parce qu'ils ont le droit de payer au même prix que tout le monde. Il ne s'agit pas d'une question parce que parce que j'ai un accent différent, mais c'est une question qui est très récurrente. Et on s'aperçoit que c'est récurrent, ce sont des actes récurrents qu'on trouve souvent dans la société, c'est-à-dire que ce soit dans un commerce, dans un lieu de service, dans un hôpital, n'importe où, en fait, ces comportements sont récurrents. C'est une question aujourd'hui qui est presque ignorée parce qu'elle n'est pas expliquée de façon aussi simple et aussi limpide pour que les gens puissent comprendre la gravité. Parce que ce monsieur qui me vend le bout du Gerflex à ce prix, qui me propose le bout du Gerflex à ce prix, simplement oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'il ne gagne pas bien sa vie, mais s'il se met vraiment à travailler pour cette entreprise, non seulement il va gagner de la confiance de l'entreprise, non seulement il sera très fier de lui en tant que professionnel, mais il va faire grandir l'entreprise et il va obtenir des grades, des mérites qui permettront plus tard d'obtenir un meilleur poste dans l'entreprise et une grande fierté professionnelle qui se serait imposé lui-même et ça l'aurait permis de participer à la création même d'une firme. Parce que ce n'est pas parce que la taille de d'une entreprise est petite qu'elle ne peut pas grandir ou qu'elle ne peut pas évoluer. Néanmoins, quand on est face à des situations pareilles, on pense simplement que c'est un jeu. Mais combien de clients par mois partent parce qu'ils ne sont pas d'accord de se faire tromper? Combien, que ce soit dans n'importe quelle entreprise, quelle structure, qu'elle soit énorme ou peu importe, prenons par exemple une entreprise qui fabrique les boissons. Dans cette entreprise, par exemple, pour livrer une personne, si tu donnes ceci ou cela, peut-être que tu obtiendras plus vite une livraison, ainsi de suite. La corruption en elle-même, c'est une faille sociale qu'il faut absolument réparer. On va dire que c'est un gouffre implanté au sein des sociétés globales pour déstructurer les bases même de l'évolution économique. Parce que les gens ne voient pas, quand on est dans le système de la corruption, en effet, en toute naïveté, les gens ne voient pas plus loin ce qu'ils vont avoir sur l'instant présent. Et les gens ne s'imaginent pas le nombre de personnes qui sont dans le système. Moi, je connais des entreprises, prenons des exemples comme une entreprise de service. Prenons une entreprise de service dans laquelle pour obtenir un service le plus rapidement possible ou un papier, il faut payer tant. On paye tant. Demain, quand vous n'êtes pas là, c'est une autre personne qui vient. Et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que progressivement, on est face à ces réacteurs sociaux qui créent de graves problèmes parce que, au lieu de travailler convenablement et de favoriser
une émergence de l'entreprise, en effet, les personnes passent leur temps à séquestrer le travail à cause de la corruption. On perd du temps à être corrompu. Parce que au moment où les gens décident d'être corrompus, il faut négocier. Ouais, donne-moi ci, donne-moi tant, donne-moi ceci, donne-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça perd du temps. Alors que dans un système dans lequel tout le monde travaille, on avance plus vite, on fait mieux les choses et tout le monde est gagnant. Même la structure qui emploie, que ce soit une structure commerciale, de service, qu'importe la structure, le type de structure, en effet, la corruption, c'est un générateur implanté ou une génératrice implantée au cœur d'une société pour la démolir, pour démolir son évolution. Dans les structures dans lesquelles, pourquoi dans de nombreuses structures dans les pays occidentaux, il y a une sorte d'évolution? Parce que la corruption, très souvent, est inexistante. Alors, il y a progression de l'entreprise. Quand on regarde un pays qui manque d'industrie, et en implantant une industrie, les personnes qui viennent travailler ne peuvent pas penser à la pérennisation de l'entreprise. En effet, elles vont penser à la corruption, à avoir quelque chose. Et quand elles vont démolir l'entreprise, elles vont se retrouver au chômage. Il y aurait le chômage de masse, comme on trouve dans des pays, dans de nombreux pays africains. Il y aurait de nombreux problèmes que l'on va rencontrer souvent pour une simple et unique raison, c'est que les gens n'ont pas compris que chaque fois qu'on est employé quelque part, le but, c'est celui de faire évoluer la société, remplir les caisses de la société pour que la société puisse émerger. Prenons le cas, par exemple, d'une entreprise de service. Si, par exemple, les gens utilisent l'argent des clients pour remplir les poches, s'il y a une imprimante qui tombe en panne, en effet, il n'y aurait pas d'argent pour s'acheter une nouvelle imprimante. S'il y a des nouveautés sur le marché, par exemple, s'il faut moderniser le service, il n'y aurait pas de possibilité. Pourquoi? Parce que le peu d'argent et le peu de clients qui acceptent quand même, c'est parce qu'ils n'ont pas de choix. Donc, du coup, ils acceptent pour permettre, parce que sur le coup, ils en ont besoin. Ils se disent, ok, j'accepte telle imprimante, même si. Et, et pourtant, si les employés se mettent en tête, tous les employés, tous ceux qui font partie d'une structure professionnelle se mettent en tête que chaque fois qu'on est ici, c'est pour faire émerger notre entreprise. C'est pour qu'elle devienne plus grande, plus forte et plus dynamique. En effet, les gens vont réussir à mettre en place toute une chaîne d'entreprises qui doit d'abord être leur fierté et qui doit leur apporter une sorte de respect social pour dire, nous avons participé à la progression de telle entreprise, nous sommes les employés de telle entreprise, et ainsi, ben, ce serait une chose, en fait, ce serait une réponse très significative pour l'évolution de nombreux pays en Afrique et dans certains pays corrompus qui ne sont pas en Afrique. Il n'y a pas que la corruption en Afrique. Et d'ailleurs, moi, je le dis, et je crie au scandale, de nombreuses entreprises en Afrique ouvrent et déposent le bilan tous les jours, la mauvaise gestion. Parce que vous avez les gens qui viennent comme ça, vous ouvrez une entreprise, vous employez des gens, même de la famille, qui en effet, quand ils travaillent, ils mettent les recettes en poche et s'inventent des vers et des proses pour raconter toute une histoire, organiser le mentalisme de la corruption pour démolir l'entreprise. Non pas parce qu'ils font sciemment. Et quand ils démolissent l'entreprise, ils n'ont pas eux-mêmes l'argent pour monter la structure, ils n'ont pas eux-mêmes l'argent pour acheter tout le matériel et se retrouvent au chômage. Quand ils se retrouvent au chômage, ils commencent à faire quoi? À quémander aux autres personnes. Alors qu'en réalité, on peut être plus fort, plus dynamique et plus constructif pour créer un avenir prospère, qu'importe l'endroit où on travaille. Maintenant, dans de nombreuses structures, on peut aussi comprendre pourquoi il y a des employés qui en ont marre, qui se disent, on travaille trop et on n'est pas payé. Ça, ce n'est pas bon. Dans une entreprise, tout le monde doit être gagnant. Il faut essayer de tabler les salaires, pas en fonction d'une volonté, mais en fonction du coût de la vie.
On ne peut pas se dire, si tu travailles ici, tu as 50 000. Imaginons qu'un employé travaille, il a 50, 60, 70 000. Dans un pays dans lequel il doit se loger, une chambre, par exemple, quand je dis en 1000, on parle du franc CFA. Une chambre, par exemple, doit coûter 50 000. Mais c'est pour l'inciter à entrer dans la corruption. Moi, par exemple, ici chez moi, mon appartement coûte 45 000. C'est une chambre, hein, coûte 45 000. On n'est pas dans un quartier au standing parce que je suis obligée, moi, de vivre comme tout le monde ici. Il n'y a pas de différence entre moi et une autre personne qui vient d'ailleurs. Je n'ai pas d'argent pour ça. Et donc, comment est-ce que dans un pays où le coût de la vie est de temps, on peut fixer le salaire comme ça? C'est pour cette raison que quand on est dans des pays occidentaux où il existe un salaire de base, c'est aussi pour parer ce genre de problème. Le salaire de base ici, c'est combien? Fixé, et que l'État doit se pencher, les États en Afrique doivent se pencher sur ces questions en profondeur pour réussir à établir les salaires de base de façon à ce que personne ne travaille en dessous de cette variante-là. Parce que s'il faut parer la corruption, il faut que les gens puissent vivre. Il faut leur faire croire qu'elles sont importantes. Il faut leur apporter des réponses constructives, des réponses financières constructives pour qu'elles puissent répondre à leurs urgences financières. Et ainsi de suite, elles pourront se sentir respectées et respectables et travailler en toute légitimité sans forcément se lancer dans la corruption. On ne peut pas évoquer un problème sans forcément expliquer. La raison, c'est que si les gens ont dans la corruption, c'est aussi parce qu'elles veulent s'en sortir. Maintenant, il y a la haute corruption où les gens ont dans la corruption parce qu'elles veulent s'acheter des grandes voitures, parce qu'elles veulent ceci. Malheureusement, c'est un commerce de l'immoralité qui est mis en place. Parce que quand les gens entrent dans les corruptions en disant j'ai vu une voiture à tel million, il faut que j'arrive à obtenir, c'est du grand vent. Mais la vie peut être établie de façon à ce que toutes les personnes puissent réussir à vivre, payer leur loyer, payer leur électricité, envoyer leurs enfants à l'école. C'est un devoir patriotique. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une volonté. Il faut absolument mettre en place le devoir moral de voir ses compatriotes, surtout en Afrique, vivre décemment dans le respect. En Afrique, j'ai fait un constat. Lorsqu'une enfant part voir son père pour lui demander de lui payer une pension scolaire. Une pension scolaire, c'est le montant d'argent que les gens payent, certains, dans des collèges privés, lycées privés, ainsi de suite. Le père le renvoie. Il dit, j'ai pas d'argent. Écoutez-moi bien. Le père lui dit, tu t'en vas, j'ai pas d'argent. Mais alors, posons-nous une vraie question. Si un papa renvoie un enfant pour qu'il aille voir une maman qui n'a pas d'argent, qui va payer la pension? Les enfants deviennent des délinquants. Les enfants ne peuvent pas étudier convenablement et ils se retrouvent dans des problèmes. Surtout qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a le boom de la mort qui est organisé partout. Donc, vous pouvez comprendre que pour structurer une société, il faut d'abord commencer à donner la force aux patriotes. Et à partir de là, structurer la vie de façon à ce que on sait très bien que n'importe quelle personne peut parvenir à gagner. Excusez-moi, il fait très très chaud et il y a coupure d'électricité. Donc, comme d'habitude, il y a une coupure d'électricité. Et là, vraiment, il y a une coupure. Hein, c'est pas une blague. Et donc, les personnes peuvent réussir à... Il faut absolument que les compatriotes puissent vivre décemment. Et qu'on leur inculque cette mentalité de l'évolution de la société. Aucune société ne peut évoluer tant que la corruption existe. Parce que le mentalisme de la corruption, malheureusement, veut, en toute bonne et conscience ou encore en toute ignorance, que la société stagne sur place. Que la société stagne. Parce qu'il faut remplir les caisses des entreprises pour leur permettre d'émerger. Moi, il y a des structures au Cameroun, par exemple, dans lesquelles il n'y a pas de climatiseur.
C'est un peu rare, mais ça existe. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas d'argent. C'est que au lieu que les employés travaillent très très dur pour favoriser, pour permettre aux entreprises, aux entreprises d'avoir une autorité financière pour changer le matériel, refaire la peinture, ainsi de suite, pour qu'ils travaillent dans un espace clément et vaillant, en effet, ces personnes refusent complètement de regarder l'avenir avec avec une vision beaucoup plus porteuse d'espoir pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs arrière-petits-enfants. C'est ultra important de penser à ça, de comprendre cette réalité. Et quand on ne pense pas à ça, ben, on ne peut pas organiser la vie de façon convenable. Et la société ne peut malheureusement pas évoluer parce que le système de la corruption est un mentalisme de la destruction sociale qui est très souvent prise en compte au sein même des comportements des employés et des employés dans dans de nombreuses structures. Moi, je vais dire ceci et rajouter que rappelons-nous que le fait même de la corruption est un générateur de la déstabilisation dans dans tous les domaines au sein de la société, que ce soit financière ou que des emplois ou encore managériale, ainsi de suite. La corruption n'est pas une bonne chose pour une société. Un mot plus simple que je n'ai pas d'autre lexique ou encore un dialogue beaucoup plus construit pour dire ça. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre sur la question. Et s'il faut que je revienne dessus par les idées que la volonté divine que Yahvé notre Dieu permet de me dicter, je reviendrai dessus pour expliquer comment la corruption détruit la société. La corruption, c'est de même comme un homme ou une femme qui vit avec une personne. Et que voilà un homme qui sort avec une sorte de mysticisme ou qui vient détruire la vie d'une autre personne sans penser aux conséquences. Ça crée toute une déstabilisation sociale et ça désactive le cours des choses. Et c'est pour cette raison qu'il est important de s'appuyer sur une réalité selon laquelle nous sommes dans l'obligation de construire la société en étant en capacité de la faire progresser, mais de pouvoir vivre. Parce que tant que la société n'est pas structurée, malheureusement, structurée de façon à ce que n'importe quelle personne puisse trouver son gain, malheureusement, la société rencontre des problèmes parce que les gens se lancent dans la corruption pour vivre. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire au sein des sociétés. Mettre en place des réponses à la lutte sur la corruption, mais répondre aussi aux demandes de la société, structurer la vie, équilibrer la vie, revoir les coûts de la vie, ainsi de suite, pour permettre à la société de pouvoir, aux patriotes, de pouvoir vivre aisément, avoir une maison, la possibilité d'avoir une maison, d'avoir l'électricité chaque jour, de l'eau chaque jour, d'envoyer leurs enfants à l'école, de pouvoir manger chaque jour, de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir avoir des loisirs en famille, de pouvoir construire un avenir, avoir des projets d'avenir et surtout de maintenir la société dans sa globalisation pour favoriser le dynamisme au sein des structures. C'est ce que je voulais dire sans accuser qui que ce soit. C'est ultra important. Je vais évoquer maintenant une autre question qui est celle de l'entrepreneuriat en coopérative. L'entrepreneuriat en coopérative, j'avais déjà fait une vidéo, je crois que c'est la vidéo que j'avais faite il y a un mois et demi, que j'ai fait cette vidéo juste avant mon voyage. J'avais déjà fait cette vidéo, mais je reviens dessus parce qu'au Cameroun, je m'en suis rendu compte, et comme dans de nombreux pays africains, que
les gens ouvraient des entreprises tous les jours, des magasins, des entreprises de services, et déposaient des bilans tous les jours. C'est un peu normal parce que la société n'est pas habituée à regarder l'entrepreneuriat avec une vision beaucoup plus coopérante. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, au niveau environnemental, la société par l'entrepreneuriat par, par les actionnaires collectifs est un profit déjà pour l'infrastructure, pour l'environnement. Pourquoi? Je prends l'exemple. Tout à l'heure, j'étais dans un salon de coiffure. Je me faisais les cheveux. Et donc là, j'ai une, je traverse, alors je traverse plusieurs salons de coiffure. Et il y a une coupure d'électricité. Donc, je suis entrée en faisant mes ongles. J'attendais que l'électricité revienne. Parce que depuis ce matin, c'est la deuxième ou la troisième coupure qu'on subit. Donc, pendant qu'elle et moi nous parlions, nous étions en train de discuter, je lui dis, est-ce que vous accepterez de coopérer par l'entrepreneuriat? Elle m'a dit, pourquoi pas? Alors, je lui ai expliqué ce que c'est. Et comme j'avais expliqué déjà en France avant de venir ici, parce que moi, j'ai été entrepreneur, je connais les difficultés du marché. En effet, je lui ai simplement dit une chose qui est très simple. Si tous les salons de coiffure qui sont partout là, tous ces salons de coiffure que j'ai trouvés, se rassemblaient sur une seule rue, il y en a une dizaine, hein, sur une seule rue, se rassemblaient et coopéraient ensemble, c'est-à-dire devenaient des actionnaires de leur propre salon de coiffure. Et dans leur rue, ils trouvaient un logement plus grand, plus adapté à leur activité, et ils s'appuyaient sur des procédures juridiques pour encadrer leur activité de façon à ne pas avoir de problème, à ce qu'il n'y ait pas de litige, ainsi de suite. Ils pouvaient monter un très grand salon de coiffure dans cette rue. Ce sont toutes des professionnelles. Elles ont tout le matériel. Elles ont toutes, pardon, du matériel pour travailler. Elles sont compétentes. Mais le fait de dispatcher leurs clients partout, en fait, ça leur permet de disperser leur chiffre d'affaires et surtout de ne pas maintenir une notoriété financière, aussi simple soit-il, en ayant un salon de coiffure dans une rue ou dans un secteur, parce que les actionnaires sont des coiffeurs et des coiffeuses. En effet, ça leur permettra de travailler dans un espace plus volumineux, plus constructif, et eux, ils devaient avoir, en fait, ils pourront obtenir des réponses financières beaucoup plus conséquentes et plus adaptées à leurs besoins personnels, être libre de faire des courses, être libre de faire certaines choses. Mais le plus important, c'est attirer une masse clientèle qui leur permet également de gagner beaucoup d'argent. Être non seulement les décideurs de leur prix en fonction des variations du marché et favoriser leur façon et favoriser et optimiser leur activité. Donc, c'est ça la coopérative dans l'entrepreneuriat. S'assembler pour pouvoir mettre en place une, une structure professionnelle beaucoup plus adaptée à leurs propres besoins. Moi, j'ai été là et quand j'ai regardé ça, j'en ai discuté avec la dame qui me coiffait et elle a trouvé que c'était une très bonne idée, mais connaissant les mentalités aussi, c'est vrai que c'est toute une formation à mettre en place, mais les réponses sont fortes et justes. Parce que tant que ces personnes sont seules dans un petit salon de coiffure, elles n'ont pas de force, elles n'ont pas de pouvoir quelconque. Quand il y a coupure, tout le monde subit. Alors que si elles s'assemblent, dans un grand espace, dans une grande maison pour monter leur affaire. Chacune aura la caution, chacune apportera sa caution pour le loyer, chacune aura déjà du matériel. Il n'y a même pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Chaque personne vient avec son propre matériel. Ils font l'inventaire. On encadre cette question, on encadre par cette implantation par une, c'est pas une implantation, mais cette procédure par des réponses financières, judiciaires, ben, ça leur permettra tout simplement de garantir une clientèle,
une notoriété financière et une liberté d'entreprendre. Parce que finalement, quand ils ont envie ils ont des réunions, des mariages, des fêtes, des deuils, en effet, ils ont la capacité d'être libérés en fonction de la personne, en fonction des personnes qui restent en place travailler. Ils peuvent travailler 24 sur 24, ainsi de suite, c'est comme ils veulent. En fait, la question ne se pose même pas, mais il suffit simplement de réfléchir et de mieux comprendre quel est leur intérêt personnel dans, dans la coopérative de l'entrepreneuriat. Maintenant, euh, il faut développer la question différemment pour apporter des réponses justes et clés, leur permettant, voilà, de se lancer et de comprendre aussi quelle est la réponse infrastructurelle de l'environnement. Imaginez, les salons de coiffure sont alimentés par plusieurs ampoules, par plusieurs ceci. Au niveau environnemental, c'est un désastre. C'est comme tous les kiosques qu'on voit partout dans les rues. Quand on regarde la rue n'est pas structurée. Il n'y a rien qui est mis en place, tout simplement parce qu'il y a des kiosques de part et d'autre. Il n'y a même plus de possibilité de voir un espace public parce que les gens doivent entreprendre. C'est tout à fait normal. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas entreprendre. Néanmoins, comme la coopérative de l'entrepreneuriat permet de dégager les rues, de favoriser en fait une restructuration de l'environnement, ça permet aussi à la société, à la ville d'être mieux construite, mieux structurée, tout simplement parce qu'il y a moins de kiosques, moins d'espaces, de petits espaces comme ça qui sont exploitables et qui déposent des bilans, qui ouvrent, ainsi de suite. Et la coopérative professionnelle n'est pas simplement adaptée à des salons de coiffure, mais que ce soit des magasins qui vendent des produits alimentaires, que ce soit des magasins qui distribue des qui distribue des solutions pour la peau, des produits capillaires ou encore n'importe quel type de produit, l'électricité vient de revenir là. En effet, c'est ultra important, quand je dis c'est ultra important, de structurer la société. D'ailleurs, même que ce soit des endroits où il y a des bars partout, à Douala, c'est un truc de fou. Partout où vous passez, que ce soit Douala, Yaoundé, Bafoussam, il y a des bars partout. Partout où on passe, on trouve un bar. Et pourtant, il suffit. Pourtant, ce sont des bars qui déposent des bilans tout le temps. Il aurait suffi d'une coopérative ouvrir un espace de distribution qui est assez conséquent, non seulement écologiquement, ça devait bien, parce que même les livreurs, même les entreprises de livraison devraient suivre un seul itinéraire, venir livrer à un endroit, c'est l'économie du carburant. Une seule ampoule doit éclairer plusieurs coopérants. C'est une économie pour l'environnement, c'est une réponse environnementale. Il y a plusieurs réponses comme ça environnementales qui, qui peuvent aider la coopération de l'entrepreneuriat à booster non seulement une économie, en plus une notoriété financière, parce que le but, c'est penser à la notoriété financière des personnes. Maintenant, au niveau de la société elle-même, de l'environnement, quand on regarde les infrastructures, on s'en rend compte qu'il y a une sorte de... C'est pas C'est la société qui est construite comme ça. On ne peut pas se plaindre. C'est dans de nombreux pays africains. Il ne s'agit pas simplement du Cameroun. Mais on peut restructurer la société. Comment? Quand moi je sors de chez moi ici, je vois plusieurs kiosques. Qu'importe les kiosques. Ils sont partout. Elles sont partout. Partout, il y a des kiosques. C'est pas très grave. Les gens doivent entreprendre. On ne peut pas les empêcher d'entreprendre. Si il y a un secteur dans chaque ville ou plusieurs secteurs où il n'y a que les kiosques. Vous voulez des kiosques? C'est à tel secteur. Vous allez partir trouver des secteurs, des kiosques à tel secteur. Ça va dégager d'autres rues. Ça va embellir l'endroit où il y a des kiosques. Il faut imposer une couleur et ça va embellir l'espace. Quand quelqu'un veut, par exemple, faire une recharge quelconque ou encore acheter un ticket pour la tombola, rendez-vous à tel endroit. C'est l'endroit où vous allez trouver des kiosques pour tant.
Si vous voulez recharger votre téléphone, rendez-vous à tel endroit, c'est l'espace des kiosques. Ça crée ça façonne la ville. Ça apporte une vision beaucoup plus belle, plus structurée de la ville. Et ça démontre aussi que ce besoin de répondre, non, d'apporter des solutions d'aisance de vie à la société. Et ça, c'est une question très importante. Parce que, vu comme ça, quand on ne pense pas, on ne peut pas savoir. Moi-même, vous savez que moi, j'ai cette chance d'avoir la force divine qui m'aide. Mais si on n'a pas ce regard, cette vision-là, qui n'est pas simplement humaine, on ne peut pas réussir à comprendre. Donc, structurer l'environnement, elle est importante. Et les réponses de la coopération sont des réponses très justes. Parce que si on n'encadre pas la coopération, si on n'apporte pas des solutions nouvelles, en fait, rien ne changera. Après de nombreuses années, la situation ne fera que s'empirer. Les kiosques s'agrandiront dans les rues. Plusieurs espaces commerciaux s'agrandiront sans réponse conséquente. Et la propagande même du chômage sera toujours répartie. Donc, tous les points que j'énonce ici, ce sont des réponses très cohérentes pour apporter des solutions justes à la société et dans n'importe quel secteur. Parce que quand on interpelle cette question, la plus grande classe sociale peut se dire « Ah oui, bon, ça c'est la question du peuple. » Mais non, c'est une question qui est patriote, purement et simplement patriote. Je vous explique la raison. Imaginons dans un pays, quand il y a de nombreux partis politiques. On ne peut plus écouter qui que ce soit. Les discours sont les mêmes, les attentes sont les mêmes. À un moment donné, même les gens qui écoutent sont perdus parce qu'à force d'écouter presque les mêmes discours qui sont façonnés différemment, en effet, même les auditeurs et les auditrices se perdent. Et pourtant, si les partis politiques essaient de créer des coalitions, porter un même discours, même si les idées divergent, mais utiliser un langage beaucoup plus constructif et sélectif, en effet, les auditeurs et les auditrices réussiront à mieux cibler le message et à mieux entendre le projet politique de n'importe quelle personne. Lorsque je prends l'exemple sur, sur des castes sociales les plus simplifiées, c'est une façon d'expliquer cette majoration de la création d'emplois. En fait, cette propagande de la création d'emplois qui, en réalité, n'a qu'une réponse aboutie sur le chômage. Il existe des moyens de sécurité, aussi bien pour ces hommes et ces femmes qui coiffent les cheveux, qui tous les jours sont en contact avec des produits cancérigènes, il faut encadrer l'activité, il faut décider de structurer la société, d'accompagner la société pour les aider à mieux entreprendre et surtout à vivre longtemps, même si le mécanisme de la destruction patriote est mis en place, nous devons lutter pour permettre aux gens de vivre. Parce que si on évoque les raisons pour lesquelles les gens meurent aujourd'hui, c'est juste une question vraiment inexplicable. Voilà, c'est juste une question inexplicable. Et d'ailleurs, lorsqu'on structure la société, c'est aussi une façon d'embellir la société. Et c'est possible, vous voyez que les idées que je donne, ce ne sont pas des idées, ces idées, je n'impose pas les idées, je crée des solutions pour répondre à une urgence sociale qui peut apporter des réponses à n'importe quelle personne. Moi, je m'en suis rendu compte. Je passe dans des rues. Je me demande pourquoi, dans un pays dans lequel il y a autant de chômage, il y a des rues qui ne sont pas raclées, que le gouvernement camerounais se dise, à partir de maintenant, si tu vis dans une rue, tu racles devant ta porte. Il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Je sais que l'État fonctionne sur l'effet de la jauge. On ne peut pas que un budget qui est basé sur l'effet de la jauge. Mais la société peut participer. On ne parle pas des grands axes. On parlait des axes, des ruelles qui passent devant des quartiers, devant des maisons.
on passe, on voit des flaques d'eau par-ci par-là. Non, si la société aujourd'hui, que ce soit au Cameroun, dans n'importe quel pays, on dit devant chez toi, devant votre adresse, à votre adresse, devant votre maison, on ne veut pas voir de flaques d'eau, vous allez racler la rue et l'État doit creuser, doit canaliser la ville. L'État fera des économies sans forcément faire des routes. Il suffit de canaliser la ville et voter un budget qui est progressif. Et ce sont des solutions qui peuvent embellir la ville et favoriser une vie plus saine et plus agréable. Mettre en place dans un pays dans lequel, dans des pays, de nombreux pays africains dans lesquels il y a le chômage de masse pour des raisons que nous connaissons tous, mettre en place les services d'hygiène, le passage des services d'hygiène. Au lieu de créer des taxes absurdes, il faut créer des taxes, par exemple, pour le service d'hygiène et respecter ce passage. Passer chez des gens pour voir comment les gens vivent. Il y a des maisons ici où quand vous y entrez, vous êtes juste dépassé par la quantité de saleté qui traîne dans la maison. Quand vous touchez à quelque chose, vous mettez un produit désinfectant parce que vous avez juste envie d'être propre. Mettre l'hygiène même au cœur de la société. Sincèrement, il existe des solutions. Par exemple, en 2019, quand j'étais au Cameroun, le Cameroun était propre. Aujourd'hui, moi je vais dire cette vérité, et elle doit être sue. Il y a des masses, des charges de poubelles partout. Même sur des grands boulevards, comme le boulevard de Brazzaville, il y a des décharges de poubelles. On ne va pas me dire que c'est obligé. Pourquoi au Bonanjo, il n'y en a pas? Mais parce que justement, il y a une sorte de rigueur communale. Pourquoi cette rigueur n'est pas partout? Oui, parce qu'il y a le peuple. Parce que le peuple doit décharger. On a pensé aux solutions. Par exemple, il suffit dans chaque ville, dans chaque secteur, dans chaque quartier, de créer des espaces de décharge. L'État a toujours un terrain quelque part. Les puits de décharge, c'est quoi? C'est qu'en creusant des puits de décharge, en effet, il doit y avoir quelques puits. Notamment un puits pour décharger tout ce qui est bouteilles, plastiques, cartons. En fait, c'est le tri sélectif. Il faut faire toutes ces décharges dans un seul puits de décharge. Et dans un autre puits de décharge, il faut mettre des déchets ménagers. Ces déchets ménagers qui peuvent être utilisés pour des composts ou les agriculteurs peuvent venir récupérer, mais il faut exiger, mettre en place un tri sélectif. C'est pas compliqué. Moi, je prends un exemple, par exemple, dans le quartier où je vis, je ne vais pas donner le nom du quartier, mais si par exemple, à la place, même à l'endroit où il y a une décharge de poubelle, mais vraiment, quand je dis décharge de poubelle, c'est tout un spectacle. Elle jonche même un pont. Il y a même de l'eau. Dans l'eau, il y a des bouteilles partout. C'est la société, on juge personne, on condamne personne. C'est la transformation de la société. Il y a des réponses. Quand on ne sait pas, ceux qui connaissent enseignent à ceux qui ne connaissent pas, et ceux qui ne connaissent pas essayent d'entendre ce que d'autres disent, sans forcément prendre ça comme une critique, mais plutôt comme un apport à la construction de la société. À cet endroit, il suffit de créer des puits de recharge. Et ça, je vous rassure, parce que compte tenu de la quantité de décharge qu'il y a là, c'est tout à fait possible. Puis, pour décharger tout ce qui est tri sélectif, carton, bouteilles plastiques, ainsi de suite, un autre trou pour les déchets ménagers, un autre trou pour les bouteilles. Parce que ça permet de collecter rapidement les déchets et en même temps, ça structure. Là, en fait, ça apporte des réponses de propreté dans les villes, sans forcément devenir quelque chose d'assez incroyable. Et si, par exemple, on est dans une ville où les gens ne viennent pas collecter les bouteilles en plastique, ce n'est pas très grave. On peut créer des solutions d'incinération. Ça veut dire qu'en ce moment, on vient dans des espaces où il y a des déchets en plastique, ainsi de suite, incinérer pour pouvoir favoriser, en fait l'espace
où les gens doivent encore décharger. Et je vous rassure que s'il y a un trou, un puits dans lequel les gens déversent que les déchets ménagers, les agriculteurs viendront chercher du compost, parce qu'en réalité, c'est du compost qui est gratuit, mais qui aujourd'hui est déversé dans la poubelle avec du plastique et tous les autres produits, ce qui n'est pas bien. Et en même temps, créer des espaces, moderniser les espaces, des cours d'eau. On a un pont ici à côté de chez moi, mais sur ce pont, il y a un passage d'eau, mais on voit rien dans l'eau. On voit rien. Parce que les solutions de propriété sont inexistantes. Alors qu'il faut des solutions de propriété. Par exemple, les gens pourraient aller sur le pont, se divertir, regarder l'eau couler, ainsi de suite. Ce serait beau. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Quand on passe sur le pont, on a envie de fuir. Créer des espaces de vie comme ça qui sont fiables, existants. Et ce que je dis, c'est la vérité. Il ne s'agit pas d'une critique. Parce que tout ça, moi-même, je n'avais pas de vision avant. Mais il s'agit d'un regard qui est purement et simplement divin, qui me permet aussi d'apporter ces réponses globales pour aider d'autres. Ce sont juste des idées. À partir de ce que je dis, j'ai différemment. Et les solutions qu'on trouve ne sont pas des solutions budgétairement conséquentes. Donc, il y a cette grande capacité de mener ce combat pour la propriété et de gagner. Parce que c'est comme tout. Quand on ne commence pas, on ne peut pas savoir. Voilà. C'est un peu ce que je dois dire. Et que là, sur cette question, c'est ultra important. La structuration de la ville et la lutte pour la propriété pour que la société soit agréable. Moi, quand je passe au grand boulevard Brazzaville, j'aimerais vraiment m'arrêter. La dernière fois, quand on revenait de l'ouest du Cameroun, on s'était arrêté là, on s'était arrêté. Et quand on était descendu du car, on était sur une terrasse à Brazza. C'était très beau. On était là, on a passé presque une heure à la terrasse. C'était très surprenant parce que le barman, en fait, la serveuse, elle n'était même pas venue nous demander qu'est-ce que vous faites là. Non, elle venait nous parler, et puis on était assis à la terrasse, on profitait de l'air. Malheureusement, l'air était pollué à cause de nombreuses mouches qui sortaient des poubelles. C'est vraiment désarmant. Parce que c'est possible de faire différemment. Si les gens ne trouvent pas des solutions, moi je suis une consultante en politique, je suis une consultante en finance, je suis une consultante en économie, je suis une consultante sociale, je suis une consultante dans de nombreux domaines, je suis une consultante dans des services, qu'importe lesquels, même si je me répète, je suis une consultante pour des questions les plus simples, les plus exigeantes ou pas. Moi, je suis une consultante pour des réponses les plus banales. Je suis une consultante. Donc, si les gens entendent ce que je dis et ne peuvent pas apporter une réponse, en fait, une clarté de l'esprit, moi, je peux tout à fait être à l'écoute pour aider à mettre en place, de par mon rôle de consultante, et permettre et favoriser en fait une création de solutions plus rapides, plus fiables, portées sur des résultats plus évidents. Voilà. Voilà ce que je vais vous dire concernant ce que je dis, les questions que j'ai abordées maintenant. Lorsque l'on parle de l'urbanisation d'une ville, nous ne sommes pas en train de demander l'impossible. Les questions qu'on apporte, dites-moi où est la manne financière. Nous sommes dans un pays dans lequel de nombreuses personnes ne travaillent pas. Pourquoi? Parce que pour régler le problème dont on parle maintenant de la propriété de la ville, je vous rassure, il suffit de collectionner, de voter un budget, de collectionner les petits-enfants, les jeunes qui sont au quartier qui ne travaillent pas et de leur dire, voilà, il faut creuser des puits, prendre des professionnels pour creuser des puits des puits de décharge. Quand on parle des puits de décharge, ce sont des puits, mais qui doivent être vraiment aménagés, qui doivent être aménagés de façon à aider la population à ne pas marcher n'importe où pour aller déverser. C'est un respect aussi populaire. Et donc, il suffit de creuser des puits et de les aménager tous les sites de déversement des poubelles qui sont aujourd'hui dans les rues, appeler ces enfants-là, leur donner des masques, des gants et les habiller pour qu'ils collectionnent et qu'ils aillent déverser dans chaque puits
ceux qui ne collectionnent que des bouteilles en plastique, des cartons et du plastique, ceux qui collectionnent les déchets ménagers, ceux qui collectionnent les bouteilles. Allez déverser dans chaque zone et inciter les différents opérants de venir de venir se fournir. Récemment, quand je passais à côté de chez moi, il y avait une dame qui était en train de collecter les déchets en plastique, les bouteilles, ainsi de suite. Alors, je me suis arrêtée parce que j'ai été très curieuse et très heureuse de la voir. Pour discuter un moment avec elle, elle m'a dit oui, moi je fais donc du recyclage, je fabrique des pavés, je fabrique elle m'a expliqué tout ce qu'elle fabriquait. Moi, j'ai trouvé que c'était génial. Moi, j'ai trouvé que c'est super. Et que avec le temps, euh, on peut, avec le temps, en ayant des puits de déversement, ces femmes, elles n'auront plus besoin de trier les poubelles. Elles n'avaient pas de gants. Je lui ai dit, s'il vous plaît, mettez des gants parce que c'est très sale. Elle m'a dit, oui, j'ai des gants, mais aujourd'hui, je passais juste par hasard et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de matériel. Et donc, c'est possible de parvenir à obtenir des résultats fiables, réponses, des solutions plus rapides, plus cohérentes, euh, respectives de la société et d'apporter sur la société qui est beaucoup plus vivable, d'inciter les gens à investir dans des quartiers sans forcément se dire on ne va pas investir en face de la poubelle ou ainsi de suite. Voilà. Donc, lorsque j'ai évoqué la question du kiosque, toujours concernant l'urbanisation, on voit des mamans partout qui brûlent du maïs. Si un secteur où on n'achète que du maïs et des plantains brûlés, on veut manger, par exemple, moi je suis la gourmande, je mange du maïs à la rue, je mange des plantains à la rue, je mange du maïs brûlé à la rue, j'adore manger à la rue, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui me façonne, en fait, c'est pas que ça me façonne, mais c'est, je sais pas, c'est quelque chose pour moi. J'ai besoin de manger quelque chose à la rue. Voilà, que ce soit à Paris, à Douala, à Bafoussam, partout où je pars, j'ai besoin de manger quelque chose à la rue. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est une mentalité qui est personnelle. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je mangerai moins un maïs fait à la brûlée, un maïs brûlé au feu. Je mangerai avec moins de plaisir un épi de maïs à la maison que de manger, par exemple, dans la rue. Vous voyez, c'est très marrant, mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est une question. Alors, parlant de l'urbanisation, on revient aux questions très sérieuses. Et puis, imaginons, quand la ville est propre, il y a un secteur dans chaque quartier. Quand vous voulez acheter un truc brûlé sur la braise, allez là-bas. Il y a toute une rangée où on ne vend que du plantain, que des ceci ou que de cela. Même si les mamans mélangent, en effet, quand un client vient à cet endroit, c'est pour acheter. Du coup, on crée vraiment une dynamique d'achat parce qu'un client ne peut pas se lever, aller dans un secteur s'il ne vient pas consommer. À partir de là, il y va avec des réponses financières qui sont juste des réponses d'achat qui sont évidentes. Moi, j'invite à ça. Et ça embellit la ville sans forcément se, sans forcément créer une organisation, euh, je sais pas, coûteuse. Quand je dis ça, prenons le cas de la Maison Blanche à Yaoundé. À Yaoundé, quand on veut manger du poisson braisé, le secteur, c'est la Maison Blanche. Imaginez aller là-bas, sortir une femme qui vend du poisson, même si elle est au milieu d'autres, elles vont vous dire que je reste là. Je vous explique pourquoi. Mais parce que la réponse, elle est très évidente et simple. Parce que là-bas, les clients viennent pour consommer. Vous avez compris pourquoi l'urbanisation et la globalisation des entreprises est une question qui n'est pas une lutte contre les entrepreneurs et les entrepreneuses, mais c'est une force économique qu'on leur accorde en les aidant à s'implanter sur des lieux de consommation, d'achat. Parce que quand je viens de prendre l'exemple sur la Maison Blanche à Yaoundé, lorsque il y a des gens qui font des kilomètres et des kilomètres, voire même des voyages, pour venir manger du poisson braisé à la Maison Blanche. Vous voyez, les femmes qui sont là-bas vivent là, travaillent là-bas, brûlent du poisson braisé et tout ce qu'on veut depuis des années, mais elles y restent parce que c'est un secteur de consommation qui aboutit sur une réponse d'achat évidente et cohérente.
Voyez-vous. Donc, comme je dis ça, je ne suis en lutte contre personne. Mon rôle, c'est trouver une solution qui est adaptée à une réponse sociale dont on n'a pas toujours cette capacité de voir. Vous comprenez ce que je vais dire? Je ne lutte contre personne. Très souvent, les gens pensent que ce que je dis, c'est une lutte contre elles, mais ce n'est pas une lutte du tout. Ce sont des réponses de la société qui peuvent nous aider tous à mieux vivre, à être plus heureux dans les villes où nous vivons et à mieux investir, mieux gagner de l'argent, sincèrement, et surtout apporter des réponses aussi qui éloignent de la corruption. Parce qu'une maman qui s'installe devant sa maison, elle commence à brûler le maïs. Il faut que les gens passent par là. En Afrique, il n'y a pas dans des mamans et des papas, des mamans et des papas qui brûlent des produits comme ça à la rue. Il n'y a pas de business plan. Ils le font aussi parce que bon, c'est un carrefour. Mais à tous les carrefours, on ne peut pas brûler du maïs. Il faut un secteur. Et si dans des villes, il y a plusieurs secteurs, même dans un quartier, le but, c'est celui d'urbaniser la ville, mais aussi de booster le chiffre d'affaires de ces mamans et de ces papas pour les aider à aussi en accord avec leur activité, mais pas voir leur activité comme une sorte de débrouillardise, mais comme une réponse adaptée à une solution financière efficace et respectueuse. Quand on va sur les marchés, le marché, on voit des femmes qui posent des produits sur la nappe par terre. Mais il ne faut pas faire ça. Parce que on peut mieux respecter ces mamans. Exiger que quand vous venez au marché pour vendre, vous devriez avoir une table, un secteur que pour les vivres frais. Et vous ne posez pas des aliments par terre parce que vous imaginez tous les déchets ménagers qui jonchent à la rue. Quand vous achetez des tomates, vous achetez des salades, vous achetez tout ce qu'il y a dans la rue, vous imaginez un peu les infections qui se trouvent déjà dans les produits, alors que quand c'est sur une table, c'est protégé. Déjà, c'est beaucoup plus joli, c'est plus structuré et ça permet aussi de dégager le sol et d'apporter un respect à ces femmes qui, franchement, quand on voit une maman qui passe une journée courbée comme ça, en train de vendre des produits infectés, ça fait exprès. Elles n'ont pas tort. Elles sont là pour se débrouiller. Et nous devons les aider à se débrouiller. Ce sont des petits budgets comme ça d'État qui se votent progressivement à partir des villes pour les aider à fabriquer des tables, les aider pour leur chiffre d'affaires ou encore mettre en place des microcrédits qui les obligent avec un modèle de table à respecter sans prendre trop de place, avec même la possibilité, c'est-à-dire qu'au lieu, le même espace où elles installent les tomates, on peut leur permettre d'avoir des tables adaptatives. Ça veut dire des tables avec la possibilité d'installer les tomates, d'installer par exemple l'ail et d'autres produits. Et il suffit que la table soit malléable pour qu'elles puissent y arriver. Et ça leur permet non seulement de respecter leur activité, mais en même temps de comprendre aussi qu'elles sont importantes. Elles ne sont pas là que pour la débrouillardise. Ça aussi, ça fait partie de l'urbanisation de la ville et des villes, que ce soit au Cameroun et dans n'importe quel pays en Afrique, c'est ultra important. Bon, moi je ne parle pas de l'Europe parce que je connais l'Europe, l'Europe n'a pas besoin de ça, mais de cette procédure, mais c'est tout à fait possible. Ce ne sont pas des solutions miracles. Combien coûte une table? Donc je dis, une table que j'évoque ici. Il suffit simplement de regarder la société avec une vision beaucoup plus grande pour apporter ces solutions, pour répondre à ces urgences-là de respect patriotique, sociétal. Ce qui se passe, c'est que je m'en suis rendu compte que au Cameroun, par exemple, il n'y a pas un espace pour acheter. Si vous voulez acheter des tomates surgelées, il n'y en a pas. Tout est frais. Moi, je trouve que c'est très bien. Moi, j'adore manger frais. Et tout. C'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter. L'industrialisation du Cameroun, elle n'existe pas. Pourquoi? Naturellement, pour des questions de corruption, et également pour les visions de la société. Mais il faut se battre en Afrique
pour discuter l'industrialisation. Vous savez que en industrialisant un pays, on parvient à parer au minimum 20 à 30% de chômage. C'est une réalité. La plupart des enfants qui sont dans les quartiers, s'ils travaillaient dans des entreprises d'industrie camerounaises, en effet, ils ne seront pas au quartier. Même s'ils ne gagnaient pas des sommes et des mille et que la société est bien structurée, ce sont des enfants qui pourront vivre, éviter de remplir les prisons et pouvoir, euh, euh, pouvoir, comment je vais dire, consommer. C'est important la consommation. Et c'est l'endroit où la corruption, excusez-moi de revenir sur la question, c'est l'endroit où la corruption même agrippe la consommation. Pourquoi? Parce qu'elle crée un pouvoir d'achat qui est isolé. L'argent ne circule pas dans le système corruptif, dans un système corruptif. Et l'argent stagne à un endroit et appauvrit considérablement certaines villes, voire même certains villages, et engendre les exodes ruraux qui sont très, très conséquents. Je m'explique. Lorsqu'on est corrompu, l'argent ne circule pas. L'argent reste dans les mêmes poches et n'émerge pas dans le pays. Alors que quand il n'y a pas la corruption, l'argent circule de façon convenable. Par exemple, au lieu qu'une personne, que ce soit un homme ou une femme, accepte un bouquet financier corruptif, si ce bouquet est utilisé pour acheter, pour consommer, ainsi de suite, l'argent va circuler sur l'ensemble du territoire et booster l'économie territoriale. Nous devons voir la question juste de cette façon. Parce que si on n'est pas capable de porter un regard beaucoup plus constructif sur la question et moins isolé et moins personnel, on ne peut pas y arriver. Et pourtant, des solutions existent. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur cette question. Excusez-moi de revenir dessus. J'étais en train donc de parler de l'industrialisation à défendre. Il faut industrialiser. Il faut apporter des réponses de société qui sont justes et adaptées à la vie. En France, par exemple, il y a une société, de surgélation, comme Congelcam qui fait du poisson au Cameroun. Le nom ne me vient pas. Oh là là, je connais, mais bon, je vais dire Toupargel. Toupargel, c'est quoi? C'est une société qui permet de vendre, par exemple, des produits déjà nettoyés. Par exemple, vous trouvez du poivron, du poireau, tout ça déjà nettoyé. Vous trouvez la tomate déjà coupée. Vous arrivez juste à la maison, vous mixez, vous gagnez du temps. Il n'y a pas ça au Cameroun. Pourtant, ça fait partie des sociétés primaires, voire même maternelles, qui devraient être créées. Il y a plein de fonctionnaires au Cameroun. Quand ils arrivent à la maison, ils doivent encore taper leur ail, éplucher leur ail, faire ceci, faire cela. Alors que les fonctionnaires au Cameroun peuvent simplement arriver chez eux et qu'ils aient des femmes de ménage ou pas, des gouvernants, et mixer rapidement, ainsi de suite. Ce sont des produits frais qui sont surgelés. Mais pour ça, il faut qu'il y ait l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, ça sera compliqué. Très, très compliqué, très, très dur d'y parvenir. Congelcam existe. Donc, des sociétés comme celle-là, qui peuvent être des structures parrainées par Congelcam, peuvent aussi exister. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça peut être une structure rattachée à Congelcam où on vient acheter un sachet de tomates surgelées, déjà nettoyées, découpées, avec des règles d'hygiène très, très respectées et exigeantes, et on achète un sachet de tomates. Vous voulez une tomate concassée? Vous voulez une tomate moulue, une tomate écrasée? Achetez. Vous voulez un condiment pour ceci? Déjà tout épluché, vous arrivez à la maison, vous mixez tout simplement, vous gagnez beaucoup de temps. Aujourd'hui, pour cuisiner au Cameroun, on cuisine au Cameroun comme il y a, à l'âge, je veux dire, il y a des années, des dizaines d'années. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Vous prenez du temps, vous aurez pu gagner du temps en payant un peu. C'est aussi, ça c'est un booster de l'économie. Maintenant, quand je parle de l'industrialisation, moi j'interpelle tous les secteurs à industrialiser. C'est-à-dire que
que le Cameroun, l'Afrique s'industrialise pour parer le chômage. C'est une exigence gouvernementale, politique, où tous les hommes politiques dans les pays africains doivent exiger l'industrialisation de l'Afrique. Sans elle, l'Afrique ne pourra jamais évoluer. Parce que l'idée que je vous donne, quand un homme, célibataire au Cameroun, ils ont le discours, ils cherchent les femmes pour venir chez eux faire la cuisine, laver leurs vêtements, ainsi de suite. Pourquoi? Toi-même lave ton vêtement, toi-même cuisine ta nourriture, tu es célibataire alors tu n'es pas marié. Et même si tu es marié, toi-même lave parfois tes habits. La femme n'est pas une esclave, c'est une personne qui participe à la vie maritale. Et pourtant, si un homme qui est célibataire, marié ou un peu, une famille, la maman, elle va au village. Que fait le papa? Il ne sait pas faire la cuisine. Il peut, dans une société dans une société de vente de produits frais surgelés, il dit, j'ai envie de faire, par exemple, une sauce tomate à mes enfants. Les commerciaux qui sont là-bas lui disent, OK, il vous faut la tomate, il vous faut ceci, il vous faut ceci. Arrivez à la maison, vous mixez, vous faites ça. Il m'a fait une sauce tomate. Et à partir de là, c'est une réponse conséquente, cohérente à la vie active. Il s'agit d'une négociation, mais c'est tout simplement une question qui doit être perçue de façon globalisée et avec un regard économique qui est possible. Et quand on parle de la coopérative, dans l'entrepreneuriat, sur les marchés, c'est le meilleur endroit pour coopérer. On veut une tomate, tout le monde, un espace où ces femmes arrivent, elles vendent les tomates ensemble. Et encadrées par des réponses juridiques, plus tard, à la fin de chaque mois, chaque personne obtient son salaire, sachant que cette personne est actionnaire, salariée. Vous voyez, ce sont des solutions qui sont tout à fait possibles. Et il ne s'agit pas d'une invention, il s'agit simplement d'une question qui est d'une vision divine, mais en même temps, qui sont des questions qui sont faisables. Voilà. Donc, je voulais, j'évoquais cette question et sur laquelle j'insiste vraiment sur l'industrialisation de l'Afrique. Il faut penser à fabriquer. Je vais expliquer une chose. Et moi, j'interpelle tous les hommes politiques, surtout le président Paul Biya, tous les hommes politiques au Cameroun. Je leur dis quelque chose et vraiment, c'est un aveu. Je voulais leur jurer un truc qui est terrible. Sincèrement, je voulais acheter une cuillère. J'ai même envie de pleurer. Moi, j'adore les couverts. Les jolis couverts, les jolis verres, les jolies tasses. Je n'ai pas trouvé. Je voulais acheter une fourchette, une cuillère, une belle cuillère pour manger. Je n'ai pas trouvé. J'ai été obligée d'aller au marché Mbopi, acheter ce que je trouvais. Il n'y a pas de magasin pour vendre des jolis couverts. Au Cameroun, tout le monde boit dans les mêmes verres. Tout le monde boit dans les mêmes tasses. Il n'y a pas un endroit où on peut aller se fournir à des produits, même en faisant des compromis financiers, se fournir un beau verre, une belle tasse pour boire son café le matin, ainsi de suite. Il n'y en a pas. Quand je parle, je réévoque la question de l'industrialisation du Cameroun. Moi, je vais dire une chose. Au Cameroun, par exemple, le matin, qu'est-ce qu'on boit? On boit exactement la même chose tous les matins, un sachet de Nescafé ou encore quelques cuillères de Nescafé, ainsi de suite. Le café UKO. Moi, j'ai vu l'immeuble UKO au Cameroun, à Bafoussam. C'est un immeuble qui n'a pas évolué. Ça se voit pourquoi? Parce qu'au Cameroun, le matin, les gens ne boivent pas du café UKO qui est produit au Cameroun. La filière souffre parce que les étrangers n'achètent pas du café au Cameroun. Pourtant, les Camerounais sont les grands consommateurs de café. Il suffit que tous les Camerounais se lèvent le matin, achètent du café UKO, versent dans de l'eau, chauffent, mettent du lait comme ils font d'habitude et du sucre. C'est un délice. J'en ai fait pour mon beau-frère, mon beau-fils, qui m'a dit, il est venu ce matin me dire, ah ouais, mince, maman Karine, écoute, tu m'as fait ça, tu sais ton café que tu m'as fait, il m'a dit, c'est trop bon. Tu m'as fait découvrir quelque chose de... Mais découvrir, alors que UKO, le café, que ce soit l'Arabica ou le Robusta, c'est produit au Cameroun.
Et au lieu de développer la filière, donner la force aux agriculteurs de produire le café, de consommer le café au Cameroun, de booster ce secteur économique, on ne le fait pas. Sinon, on dit que les étrangers n'ont pas acheté. Mais quels étrangers à partir du moment où il y a la possibilité de faire de produits sur place? À partir de là, on m'a dit que, en disant ça, moi, je banalisais le Nescafé qui est fabriqué en Côte d'Ivoire. Moi, je vais dire à visage découvert. Moi, j'ai été à Biétry. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de l'argent du Cameroun. Les Ivoiriens sont trop riches. Et ils ont beaucoup d'argent. Le Cameroun, les Ivoiriens défendent leur économie tous les jours. Il faut regarder toutes les vidéos sur Internet. Les Ivoiriens décident, ils structurent leur économie, ils cultivent du café, ainsi de suite. Les Camerounais ne le font pas. Dans tous les villages, les champs de café ont été déracinés. Les Camerounais n'ont pas besoin de l'argent des étrangers pour consommer le café. Quand on achète, excusez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer. Par exemple, ça, c'est un café UKO. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le café UKO. Si je vous montre les grains de ce café, ce sont de très gros grains. On appelle ça du café moulu, mais moi, j'appelle ça du café concassé. Ce café, on dit, regardez tout ce qui est écrit avec le logo du drapeau du Cameroun. C'est produit au Cameroun. Et pourtant, dans une boutique à côté, le café UKO dans les boutiques. Comment est-ce qu'on peut structurer une économie en réagissant de cette façon? Ce sont des écarts de conscience qui nous permettent de nous éloigner de la réalité économique du terrain. Vous voyez ce que j'ai dit? C'est facile de structurer une économie. Mais déjà, il faut penser au profit patriotique. Et ça, moi, quand j'ai évoqué la question de la nationalisation, de nombreuses personnes sont entrées dans une sorte de cafouillage. Et pourtant, la question de la nationalisation n'était pas une provocation, mais c'est une façon aussi de parler du café UKO comme je fais maintenant. Et donc, nous devons être en capacité de structurer cette économie. Regardez le café, il n'est pas moulu. Je vous explique pourquoi ils ne font pas le café n'est pas moulu. C'est très simple. C'est pour que quand on met le café dans la machine, qu'on consomme très vite, que ça finisse très vite. Mais oui, mais parce que le secteur doit être rentable. Mais ce n'est pas de cette façon. Faut que le café soit bien moulu, bien en poudre et non pas en grain comme c'est proposé aujourd'hui. Permettre aux familles, même dans les petits sachets, à vendre dans les boutiques pour que le matin, on verse dans l'eau, on met du lait, on boit comme on le fait déjà, cultivé au Cameroun. Je rassure le gouvernement camerounais, tous les hommes politiques du Cameroun, tous les hommes d'affaires du Cameroun qui sont intéressés par l'agriculture, que si le Nescafé, si on encourage les papas dans le village à recultiver le café et à vendre le café à prix convenable, c'est que d'ici quelques années, le marché du Nescafé au Cameroun sera juste un boom financier. Moi, je n'empêche pas de boire, pardon, du café UKO. Sera juste un boom financier. Je parle bien du café UKO parce qu'il est produit au Cameroun. Parce que ça fait partie de la nationalisation, de l'industrialisation. C'est ultra important. Imaginez que UKO grandisse, l'usine grandit, le nombre d'emplois par ville que ces industries peuvent employer. Vous imaginez? Peuvent sauver, vous imaginez? Il y en a beaucoup. Ne me dites pas que ce n'est pas possible, parce qu'on a bien vu le haricot de Chofoso Victor. Il a bien réussi à monter une usine, à employer de centaines de personnes en produisant du haricot. Pourquoi pas? Pourquoi pas pourquoi pas du café UKO? Maintenant, quand je parle comme ça, moi, je connais un peu la mentalité du Cameroun. Au Cameroun, il y a énormément de divisions. Le Cameroun, moi, je trouve que ça, c'est une des choses les plus, je veux dire, les plus absurdes que j'ai trouvées au Cameroun. Ça, vraiment, c'est une critique. Il ne s'agit pas simplement de faire une vidéo, une vision, mais c'est une véritable critique, une vision. Au Cameroun, il y a, quand on sait qu'une société fonctionne sur l'effet de la jauge, dans ce pays, il y a une masse financière qui est un budget global. C'est l'argent des personnes,
de tous les pôles camerounais, que ce soit les gens du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. C'est l'argent de tous ceux qui englobent ces pôles. Et pourtant, au Cameroun, les gens ne consomment pas localement. Ils passent leur temps à sélectionner. Il y a l'argent du Bamileke, il y a l'argent du Bassa, il y a l'argent de Lewundo, il y a l'argent du Douala, il y a l'argent du Nordiste, il y a l'argent du Bamenda, il y a l'argent il y a l'argent de l'Étone, il y a l'argent du Béti. En fait, il y a l'argent. Non, l'argent du Cameroun, c'est l'argent de tous les Camerounais. Si on consomme chez les Camerounais, je ne dis pas que les structures étrangères ont un problème. Moi, j'achète chez Bao, j'achète chez Chanamal, j'achète dans d'autres structures étrangères au Cameroun. Je n'ai aucun problème. Moi, je connais le commerce. C'est très important de garantir une consommation. Et je vais vraiment trouver le mot. Une consommation de jonction à l'économie. Je vous explique pourquoi je dis ça. Parce que la consommation de jonction, c'est quoi? C'est un produit qu'on vient te vendre dans ton pays que toi, tu n'as pas. Et je vais vous montrer un autre produit qui est très important au Cameroun. Voyez-vous, il s'agit de cette torche. Voyez, c'est cette torche ici, là. C'est cette torche. Cette torche, en fait, fonctionne avec un panneau photovoltaïque. On peut aussi recharger électriquement. On peut aussi charger, on peut aussi recharger par, comment dire, au soleil. Quand il y a les pannes récurrentes, il suffit de les allumer pour avoir l'électricité. En fait, on ne voit pas bien, mais on voit l'électricité là. Vous voyez ce que je vais dire? Et puis, on peut même changer de position, parce que là, c'est sur les positions, je change des positions. Mais ça, c'est un produit de jonction économique. Le Cameroun ne peut pas fabriquer ça. Alors, les structures étrangères apportent au Cameroun comme solution complémentaire à l'économie. C'est ultra important de garantir une place aux économies complémentaires dans les pays sans forcément surcharger les pays de produits étrangers. C'est ultra important. Parce que le Cameroun ne laisse pas cette lampe être vendue au Cameroun. Le Cameroun ne peut pas produire. Et les partenariats financiers économiques ne peuvent pas exister. Mais si le Camerounais enlève le travail à un autre Camerounais parce qu'il croit que l'argent c'est celui de tel, l'argent c'est celui de tel, regardez que l'argent camerounais reste au Cameroun. Et l'argent que les étrangers cherchent repart ailleurs. Allez, quoi? Que quand vous achetez au Cameroun à des Camerounais, vous achetez du café UKO, vous achetez du café camerounais. C'est l'argent qui reste au Cameroun. Ça circule au Cameroun. Ça permet au Cameroun, en fait, d'évoluer. Quand vous achetez cette lampe, qui est une question, c'est une solution économique qui émane des relations internationales. En effet, c'est de l'argent qui part dans un autre pays. Sommes en accord avec ça. Maintenant, quand on parle de la structuration économique et industrielle, par exemple, ce n'est pas une structure étrangère qui va venir au Cameroun faire la tomate surgelée qui est produite au Cameroun par des Camerounais et vendue par des Camerounais et des Camerounaises. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont ce genre de structures qui doivent être encadrées. Maintenant, prenons le cas de cette entreprise de surgélation. Si par exemple c'est créé, imaginez dans chaque ville combien d'usines doit produire ces produits surgelés qui sont en réalité, c'est juste une question de financement et une réponse économique garantie. Ça permet aux Camerounais et aux Camerounaises de gagner du temps pour cuisiner. Ça apporte des solutions culinaires différentes. On a vu que maintenant les gens vendaient des condiments de mbongo chobi, de cuit, de taro déjà concassés, mais ça ne suffit pas. Si les Camerounais sont arrivés à faire ça, on peut aller plus loin et en industrialisant le pays, il y a cette capacité de structurer l'économie du pays en tenant compte des besoins fondamentaux de tous les compatriotes. Et ça, c'est ultra important.
L'industrialisation va au-delà. Aucune économie au Cameroun. Je vais vous dire une chose. L'économie, ce n'est pas le fait de vendre sur un marché ou encore d'avoir un produit à vendre. Moi, j'en ai marre de voir les produits. Je regarde les produits. Ce sont des produits de vente. L'économie de la satisfaction. Vous voyez, l'économie surface. Et non pas une économie de réponse adaptée aux besoins de la société. Par exemple, cette lampe dont je viens de citer, c'est une économie de réponse sociétale. Parce que ça apporte des solutions constructives, fiables et claires aux consommateurs et les consommatrices. Et pourtant, je vous rassure que à Douala, par exemple, vous trouvez des chaussures, ce que vous trouvez à Douala. Moi, je n'ai jamais trouvé une chaussure à Douala où on me dit, ah, si vous portez ces chaussures, le sable ne doit pas rester accroché à vos pieds, ainsi de suite. Non, vous portez une chaussure, vous avez du sable, vous avez du sable. C'est vendu sur le marché, on s'en fout. On s'en fiche, il n'y a rien. En fait, ça, c'est la réalité qu'on voit sur le terrain aujourd'hui. La solution, là, presque toute l'économie n'est pas adaptée aux besoins. Je prends l'exemple de Douala. Moi, je passe partout à Douala, je vois des gens qui vendent des vestes, des manteaux. À Douala, il fait très souvent plus que 30 degrés. 30 degrés, c'est la température. Pourtant, il y a des gens qui vendent des vestes, des manteaux, ainsi de suite. Et ce sont toujours des vêtements qui viennent d'ailleurs. Au Cameroun, aujourd'hui, je n'ai pas vu une société qui produit du textile. Pourtant, le Cameroun a la possibilité. Je n'ai pas vu une société qui produit des vêtements pour les Camerounais. Par exemple, au lieu d'accepter que les entreprises apportent des vêtements ailleurs, afin de lutter pour le chômage, ces entreprises-là peuvent fabriquer sur place. On dit, vous voulez bien nous vendre des habits? Ok, mais vous fabriquez sur place. Ça apporte de l'argent. Ce sont des réponses gagnant-gagnant. On ne défavorise personne. Et ça apporte une certaine expérience professionnelle et de l'entrepreneuriat aux consommateurs et aux consommatrices. Parce que le but aussi, c'est de ne pas pérenniser son économie sur un secteur étranger. Rassurez-vous que quand vous échangez avec des pays, rassurez-vous que les Camerounais sont capables de partir s'implanter dans ces autres pays. Parce que je veux bien qu'un Camerounais, qu'une structure étrangère gagne un marché au Cameroun. Mais posez-vous la question de savoir, est-ce que les Camerounais peuvent aller dans ces mêmes pays s'implanter de façon aussi facile? Aussi, nous devons nous poser ces questions qui sont des questions non pas de combat, mais qui sont des questions de réciprocité économique qui doivent répondre à n'importe quel besoin. Voilà. Donc, je voulais dire ça pour l'industrialisation. Défendre cette industrialisation en commençant déjà par ce qu'on a sous la main, c'est le café. C'est le café. Le Camerounais aujourd'hui peut acheter tout le café des papas, les aider, les encourager à cultiver plus de café. Et je vous rassure, il n'y a pas une meilleure tasse. Demain matin, essayez. Achetez du café UKO. Vous arrivez à la maison, demain matin, vous mettez dans l'eau, parce que moi, j'ai une machine à café. Déjà, ça aussi, c'est une question. Quand on veut une machine à café, ça veut dire qu'une machine pour faire du café, on ne trouve pas dans un pays comme le Cameroun où il y a du café UKO qui est produit. J'ai trouvé une machine ici dans un marché. Même quand vous allez chez China Mall, chez Bao, vous ne trouvez pas les machines. Quand je parle de ça, ce sont des structures étrangères, des structures économiques étrangères. Mais vous ne trouvez pas les machines à café. Et pourtant, aujourd'hui, en boostant le secteur économique de la production du café, les Camerounais peuvent fabriquer eux-mêmes leur propre cafetière adaptée à leur consommation. Ça veut dire quoi? Quand je trouve des cafetières au Cameroun où il y a 1 litre de café, ça peut aider qui? Les Camerounais font des familles nombreuses. Ça, c'est ce qu'on appelle la consommation. Ça, c'est une économie une économie qui répond aux besoins de la société. Un bol de café au Cameroun doit contenir au minimum entre 2,5 litres et 3 litres. Pourquoi pas 5 litres? Parce qu'à la maison, quand il y a beaucoup d'enfants, il faut être capable de faire du café rapidement le matin, de partager à tout le monde et de mettre du lait, ainsi de suite, de boire et de partir au travail. Donc, ça, c'est ultra important. Je n'accuse personne.
j'essaye de parler comme j'ai parlé pour l'Occident, j'évoque le Cameroun ainsi que des pays africains à booster leur économie, à répondre à créer des économies de satisfaction. Par exemple, à Douala, j'aimerais acheter, par exemple, une peinture qui empêche, qui fait qu'on n'est pas trop chaud. J'aimerais vivre dans une maison qui a des solutions de ventilation naturelle. Des solutions qui existent, mais il suffit de penser et d'avoir des possibilités, des accompagnements, des microcrédits, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat collectif, coopératif, qui peut vraiment aider des gens, que ce soit les fermiers, que ce soit les producteurs, que ce soit même aujourd'hui dans le secteur écologique, où des petites structures comme ça se créent pour fabriquer du pavé, non, qui s'assemblent pour créer une grande entreprise pour leur permettre de fabriquer plus de pavés, d'avoir des meilleures machines, parce qu'ils sont ensemble et que la coopérative leur permet aussi d'avoir cette notoriété de l'entrepreneuriat dans leur domaine, le secteur sur lequel ils interviennent. Ça, c'est ultra important. Maintenant, je ne sais pas si vous avez été à l'ouest. En fait, il y a quelque chose de scandaleux. La route de Douala-Bafoussam, c'est un grand axe. Aujourd'hui, ce n'est même pas une route, c'est un creux. Tout est creusé. Il n'y a que des trous. Pourquoi? Parce que c'est chez les Bamileke. Bon, sachant que quand les gens vont au nord, très souvent, ils doivent passer par l'ouest pour amener les produits. Ça, c'est une rupture économique. Les Camerounais doivent sortir de ce laxisme qui détruit le Cameroun. Il fut un temps où les Camerounais ne connaissaient pas tout ça. Et ils ont réussi à construire le Cameroun. Les gens doivent savoir que les immeubles, tout ce que les Camerounais ont construit, c'est aussi parce qu'ils ont été ensemble. Aucun étranger ne peut venir au Cameroun aujourd'hui apprendre aux Camerounais à faire quoi que ce soit. Parce que les Camerounais ont construit les rues. Les Camerounais ont construit les immeubles qu'on voit au Cameroun. Les Camerounais ont construit les belles maisons qu'on voit. Les Camerounais y vivent. Aucun étranger qui ne vienne dire, ah, je viens apprendre aux Camerounais à faire ceci. Non. Si un étranger vient ici, c'est aussi pour respecter les Camerounais. Mais pour que ce respect existe, il faut aussi que le respect commence en interne. La plupart des Camerounais aujourd'hui, on s'adresse à eux comme si c'était des personnes de seconde zone. Non, ici c'est le pays des Camerounais. Dans chaque pays africain, c'est le pays des Camerounais. Les gens qui viennent investir en Afrique doivent d'abord commencer par respecter les Africains. Parce que s'ils sont très riches et très porteurs d'espoir, qui restent chez eux. Et là, personne ne viendra les déranger. Personne ne viendra leur dire pourquoi vous n'êtes pas venu investir au Cameroun. Lorsqu'on fait la recherche d'entrepreneurs, on ne recherche pas des bourreaux, on recherche des collaborateurs et des collaboratrices. Et c'est là que ça dure. C'est là que ça se pérennise. On ne va pas entrer dans des histoires antiques. Nous allons évoluer. Et c'est dans l'évolution qu'on essaye de changer positivement les choses. Et donc l'insertion professionnelle passe aussi par le fait de booster tous ces secteurs économiques aujourd'hui qui sont en berne. Il faut les réveiller, ils sommeillent, ils hibernent, ils sont en pleine hibernation. Autant pour moi, il faut les réveiller, ces secteurs économiques, pour parer le chômage dans les pays et la souffrance populaire. Avoir le cœur qui bat. On m'a dit que on ne pouvait pas vivre dans un pays avec du sentiment. Mais on peut, parce que sans le sentiment, sans le fait de regarder la population avec cette grande pitié, les Camerounais seront toujours les esclaves des étrangers et le Cameroun ne tiendra pas parce que longtemps entre les mains même des Camerounais, nous avons vu un peu pendant les élections ce qui se passe. Il suffit de se réveiller, il suffit de porter un regard beaucoup plus explicatif et plus patriote pour voir un peu ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. C'est un peu difficile. Moi, je n'y vois rien. Chaque homme et chaque femme politique a vu. Et donc, il faut être en capacité de comprendre ce que je dis, non pas comme une sorte d'accusation, mais comme une sorte de souveraineté patriotique qui doit interférer, qui doit interpeller n'importe quelle personne et interférer dans la vision de n'importe quelle personne sur la question camerounaise, sur la question africaine et sur la question mondiale. Ça, c'est ultra important. Quand on investit dans un pays, ce sont les compatriotes qui payent. Moi, je vous dis,
Prenons le cas quand je vais dans les grands supermarchés des étrangers. Ce ne sont pas ces gens qui payent, ce sont les Camerounais et les Camerounaises qui payent. À la caisse, très souvent, on ne voit pas de nombreux étrangers, on voit les Camerounais. Ils doivent être respectés parce que c'est grâce à eux que ces structures gagnent de l'argent. Et si on commence à poser cette vision, on va voir, les choses vont se mettre en place. Le respect sera mutuel, aussi bien vis-à-vis de ces personnes, aussi bien vis-à-vis des Camerounais. Et on appelle à ça. Et donc, quand on voit l'absence des répartitions des richesses sur le territoire, il faut aussi se poser la question pourquoi. Parce que de toutes les façons, tant que la richesse est séquestrée, il faut réussir à ouvrir la caisse de la séquestration, à casser la caisse de la séquestration des richesses pour permettre à toute la population d'entreprendre. Et ça, si on n'y arrive pas, le Cameroun ne peut pas s'en sortir. Moi, vous savez, toutes les vidéos que j'ai faites sur l'Occident, moi, je connais les gens qui sont toujours en train de chercher à critiquer ce que je dis. Elle parle du Cameroun, oui. J'ai passé des années à parler de l'Occident, à parler du monde, ainsi de suite. Je suis au Cameroun actuellement. Si je me rends dans un autre pays, je parlerai. Moi, je suis ouverte à toute proposition dans le cas où vous ou n'importe quelle personne dans n'importe quel pays peut m'appeler pour que je devienne consultante dans un secteur quelconque. Par la volonté divine, on trouvera des réponses cohérentes à la faisabilité de ce projet structurel que nous mettons en place pour aider les gouvernements à travers le monde entier à regarder leur nation, non pas comme des fardeaux, mais comme des dons mais incroyables qui leur permettent de booster leur économie et de se joindre et de s'articuler à l'économie mondiale pour s'asseoir à la table des projets mondiaux et de les défendre de façon d'abord patriotique, euh, continentale et aussi apporter une vision non pas séquestrée, mais mondiale à la question globale, aux questions globales que nous avons évoquées jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a une question que nous allons résoudre. On m'a dit que, de toutes les façons, dans un pays, les gens s'entretuaient. Un frère tue une sœur, ainsi de suite, parce que Caïn avait tué Abel. Non, Abel, oui, c'est exact, c'est ça. Vous savez, c'est un cas dans la Bible, un cas qui a été cité. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis que ce cas a été cité, combien de personnes ont tué leur frère ou leur sœur? Combien? À cause d'un cas, à cause d'une explication biblique. Sans entrer dans les fondements, parce que j'ai déjà cité la question. Combien de frères et de sœurs et de parents étaient déjà tués? Vous imaginez? On dit souvent, vivre 100 ans malheureux ou vivre 50 ans malheureux, heureux, qu'est-ce que tu préfères? Je dis, on peut vivre 150 ans en étant heureux. Parce que dans une société qui se construit dans le respect, c'est possible. Mais quand on prend un cas dans la Bible, pour décimer des populations, on dit à quelqu'un, si tu veux t'enrichir, il faut que tu tues ton frère et ta sœur. Tu prends ça comme une question entre Abel et Caïn. Seulement, c'était un cas dans la Bible. Les autres enfants de Adam et Ève ont été sauvés. Seulement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si on reste dans le contexte biblique, Caïn a tué Abel. On va dire que Japheth a tué Cam. On va dire que Isaac a tué, non, Ismaël a tué Isaac. Ou encore, Jacob a tué Édom. Prenons le cas. Les frères s'entretuent entre eux. Ça veut dire que tu tues ton frère ou ta soeur pour de l'argent. L'autre tue son frère ou sa soeur pour de l'argent. Finalement, les parents sont tués, les frères et les sœurs sont tués. Vous allez vous retrouver avec qui pour dépenser cet argent? Posons-nous cette question cohérente. Avec qui pour dépenser cet argent?
Dans un monde dans lequel l'argent est fabriqué dans une usine, comme on produit le café UKO, l'argent est fabriqué dans une usine. On conditionne les gens pour avoir l'argent qui est un papier. Quand on nous demande de tuer nos frères et nos sœurs, avec qui on va dépenser l'argent? Posons-nous la question. Moi, mon père ne vit plus. Ma mère non plus. Parce que, à cause des histoires, des proses, un cas, un exemple dans la Bible. Si Dieu devait répondre à ça, il devrait dire quoi? Parce qu'une règle que j'aime beaucoup et que j'apprécie énormément en langue française, quand on fait la dictée à l'école primaire, si par exemple vous faites la même faute dans votre dictée, il n'y a qu'une faute qui est prise en considération. Pourtant, aujourd'hui dans la société, tu veux avoir l'argent, il faut tuer ton frère. Et pourtant, cet argent, ton frère qui devait t'aider à dépenser ton argent ne sera pas là pour t'aider. Même cette règle en dictée-là, en fait, elle perd son sens, son éthique. Lorsqu'il faut aborder la question africaine, mais je vais vous dire, le fait de tuer son frère ou sa sœur, c'est une façon d'insulter les Africains et les Africaines. On n'a jamais autant dénigré un être humain, parce que je vais vous dire une chose. Moi, en Occident, je n'ai pas vu quelqu'un tuer son frère ou sa sœur pour de l'argent. J'en ai pas vu. Ça, c'est une question purement et simplement africaine qui a pour but de décimer la population. Mais c'est une question qui est naïve. Elle est complètement naïve. Parce qu'il existe des solutions pour maintenir une organisation quelconque en place sans forcément passer par tous ces extrêmes qui détruisent la société. Et sincèrement, croyez-moi, à cause d'un cas, on ne peut pas créer une pandémie. J'ai mon neveu qui est un enfant débrouillard, qui a été arrêté ici pendant les émeutes. En fait, ce n'était pas un émeutier. Il est emprisonné depuis 40 jours. Hier, en arrivant, sa maman est venue me voir et nous sommes allés le voir à PK19. Quand nous sommes arrivés, il était fatigué, épuisé, ainsi de suite. Nous sommes en train de faire les démarches pour le faire sortir. Ce n'est pas un délinquant, il n'a pas un casier judiciaire, ainsi de suite. C'est un enfant comme n'importe quel enfant. Maintenant, si j'appelle à sa libération, on va me dire que c'est un cas parmi tant d'autres. Mais non, c'est juste une façon de prendre en considération la vision des enfants qui sont encore naïfs et les protéger. Parce que quand on les laisse en prison, ils apprennent les mauvaises choses. Ils sont mélangés à des prisonniers dangereux qui peuvent porter atteinte à leur moralité. Et la société a besoin d'être maintenue. Mais moi, je vais dire une chose. Si on ne peut pas lutter pour le cas d'un Africain, et quand je parle de la lutte, c'est une lutte qui va être consciente et qui va se conscientiser, ce sera difficile d'y parvenir. Parce que sincèrement, je vais vous expliquer une chose. En Afrique, les personnes ont besoin d'être respectées. En allant à PK19, il y avait des panneaux, des gens qui étaient morts. Panneaux, par-ci. On disait que c'était les Bamileke. Mais il y avait les Sola, il y avait les Longo, il y avait les Ndongo, il y avait les Eloa, il y avait toutes sortes de villages du Cameroun. Alors si les Camerounais ne prennent pas conscience de cette histoire, ne se lèvent pas pour aimer leur peuple plus que l'argent, et se disent, mais on a la capacité d'asseoir notre économie, de ne pas signer des contrats avec des entreprises étrangères qui viennent ici nous détruire la vie. C'est que les Camerounais ne peuvent pas y arriver. À un moment donné, il faut savoir défendre des causes. Parce que je vous explique une chose. Quand on est isolé, comme de nombreuses entreprises qu'on voit aujourd'hui, en effet, gagner est facile. Dominer est facile. Et justement, c'est à l'appel de la notoriété qu'on invite n'importe quelle personne. Mais si jamais, dans une loge, je dis si jamais, vous n'entrez pas, personne n'y met pied.
Parce que vous dites, on veut garder nos frères et nos sœurs. Si dans le monde entier, vous décidez de ne plus les pieds, si les règles ne sont pas changées, je vous rassure, ils feront vite de changer les règles. Pourquoi? Parce que vous apportez de l'argent, vous cotisez déjà pour maintenir ces entreprises, mais vous devrez exiger le respect. Mais pour ça, il faut que vous soyez nombreux à dire non, à vouloir changer les choses. Non pas les détruire, mais les changer positivement. Dis voilà ce qu'on veut. On vous ramène qui vous voulez dans les loges. Mais on a besoin de dépenser l'argent qu'on gagne avec nos familles. On a besoin de les voir en vie. Si vous n'y allez pas, si vous ne vous y rendez pas, ils vont vous respecter. Et à partir de là, ils vont réorganiser la société. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, on vous dit, si tu ne vas pas, tu n'as pas le travail. Alors, faisons comme ça. Demain, vous n'y allez pas. Personne n'aura de travail. Eux-mêmes n'en auront pas. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que l'argent qu'ils gagnent vient de vos poches, de votre travail, de vos souffrances. Si personne n'y va, ils disent vous n'aurez pas de travail, très bien, vous fermez toutes les entreprises, vous restez à la maison. Vous vous débrouillez. On monte dans une sorte de débrouillardise. Les banques ne vont pas ouvrir, les sociétés ne vont pas ouvrir. Une économie sera stagnante. Ils vont regarder et se dire qu'est-ce qui se passe? Ils vont changer les règles. Est-ce que je suis contre eux? Non. Mais c'est un système d'une absence de respect qui n'a aucune explication. Quelle est la relation entre avoir l'argent et tuer un frère? C'est un dénigrement. On dépense l'argent avec qui? Avec un parent, avec un père, avec une mère, dans une famille. C'est comme ça qu'on dépense l'argent. Mais si on ne peut pas dépenser l'argent avec les gens qui comptent, avec qui nous allons dépenser cet argent? Moi, je vous invite à ça, à penser comme ça. Et je crois que quand on surpasse une idéologie ou un groupe, c'est parce qu'on n'y trouve pas son compte. Moi, je ne peux pas rester dans une idéologie, dans un groupe dans lequel je ne trouve pas mon compte. J'ai besoin de gagner ma vie. J'ai besoin de gagner de l'argent, mais dans une société qui se respecte. J'ai besoin qu'on se respecte, que mutuellement on sauve nos familles, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie, en, en Europe, en Océanie. On a le droit de respecter collectivement nos familles avec lesquelles dépenser notre argent. On va vous dire que vous avez une nouvelle famille, mais c'est faux. Ces gens ne portent pas votre sang. Même si vous buvez du sang ensemble, ils n'ont rien avec vous. Le jour que vous avez un problème, c'est votre problème. Le jour qu'ils ont un problème, c'est leur problème. Votre famille, c'est ce que Dieu décide de créer, de mettre en place. Je sais que les gens vont dire, oui, c'est une dénonciation. Mais non, c'est parce que on est entouré des tombes. Partout, il y a des tombes. Dans mon village, c'est partout. Au Cameroun, partout. Les pancartes de deuil sont partout. Alors, si à un moment donné, même Yahvé, notre Dieu, ne peut pas nous aider, ne peut pas se lever et prendre les familles du monde entre ses mains et dire, bon, ben maintenant, je vais m'en occuper pour voir ce qui se passe. J'en ai marre de toutes ces tombes. C'est qu'on ne réussira pas à s'en sortir. Prions beaucoup et restons sur une volonté divine. Je vous embrasse.